un rapport de durabilité. Donc vous êtes très nombreux aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a attendu un petit peu et je me réjouis d'ailleurs que vous soyez très nombreux, parce que même en cette période chargée d'arrêter des comptes, vous avez trouvé le temps de vous connecter. Donc je vais passer la parole après à celles qui ont œuvré sur l'article 29 et qui ont quelques constats à vous partager. Puis nous décrypterons ensemble les attendus en lien avec les autres réglementations. Et sachez que nous sommes là pour vous aider et répondre à toutes vos questions. Vous pouvez d'ailleurs les poser dans le chat. Et je vais laisser maintenant la main à Diane. Merci beaucoup Isabelle pour cette introduction. Donc, effectivement, on va commencer avec quelques constats pour ce premier exercice de publication du rapport article 29 qui vient finalement après quelques années quand même de publication du rapport article 173. Donc, en 2022, il y a 430 institutions financières qui ont publié leur rapport article 29 sur le site de l'ADEME. Et parmi ces 430 acteurs, il y a en fait 48 institutions financières, donc investisseurs institutionnels, qui ont publié. Ces 48 investisseurs institutionnels, ils représentent en fait finalement très peu en termes de nombre des différents acteurs, assureurs et mutualistes enregistrés à la CPR, puisqu'ils ne représentent que 6,4% en nombre. Mais par contre, en termes de bilan, ils représentent plus de 90% du total de la CPR. Donc le premier constat que l'on peut dresser de ce premier exercice article 29 et qui était aussi valable d'ailleurs pour le rapport article 173, c'est que les plus gros acteurs qui ont en moyenne un bilan aux alentours de 53 milliards d'euros sont en mesure de se conformer à ces obligations réglementaires et donc sont en mesure d'analyser et de piloter les risques extra-financiers auxquels ils sont confrontés. Mais ce n'est pas le cas des plus petits acteurs. Et nous allons le voir plus précisément avec les conclusions qui ont été tirées par les synthèses des lectures de rapports qui ont été faites par la CPR et par l'AMF. Et ce qu'on constate, c'est que ces gros acteurs, ces acteurs les plus importants, eh bien pour la majorité, ils ont mis en place une stratégie d'intégration ESG. Ils sont 94% à l'avoir fait. L'ensemble d'entre eux ont aussi mis en place des politiques d'exclusion du charbon à horizon 2030 ou à horizon 2050. Ils sont 88% à s'engager à exclure les hydrocarbures non conventionnels à un certain horizon. Et donc, on voit qu'il y a une vraie appropriation de ces enjeux par les plus gros acteurs qui ont publié leur rapport en 2022. On voit aussi que le nombre d'ETP dédiés à l'ESG chez ces acteurs ont tendance à augmenter significativement. Donc ça, ce sont des mesures qui vont significativement dans le bon sens en matière réglementaire. Mais par contre, ce qu'on constate aussi, c'est que finalement, il y a peu d'engagements, peu d'évolution sur les engagements qui ont été déjà publiés. Donc il y a des engagements qui étaient publiés dans le cadre de la réponse à l'article 173 et qui sont finalement peu ou prou les mêmes dans le cadre de cet article, dans le cadre de cet article 29. On a des seuils, des critères et des horizons qui évoluent peu et qui restent finalement assez obscurs. Et surtout, les engagements en matière de changement structurel ne sont pas encore réellement communiqués. Donc on a des engagements, certes, sur l'exclusion du charbon, sur l'exclusion des hydrocarbures non conventionnels, mais par contre, en termes de stratégie et de démarche ESG, on a des engagements qui sont encore plus balbutiants. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est que l'article 29, ça reste une norme qui est finalement non contraignante et qui dresse peu les cadres de structuration de ces indicateurs. Et donc, on voit que les indicateurs et les périmètres qui sont retenus pour la couverture des indicateurs, il manque encore de lisibilité, il manque encore de clarté. Les méthodologies qui sont utilisées, et c'est bien normal, elles restent encore hétérogènes et elles manquent finalement de transparence. Et ça, c'est un point sur lequel on va revenir plus en détail. Les nouvelles obligations réglementaires, et notamment celles liées à la taxonomie et à la biodiversité, elles renforcent significativement cette hétérogénéité. Et donc, si on passe finalement au retour sur les engagements qui ont été pris par vos pairs, eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une progression constante de la part d'acteurs qui prennent des engagements en matière de sortie des énergies fossiles et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est des sujets qui sont bien intégrés puisque c'est des sujets qui étaient présents dans les réglementations depuis
depuis un certain temps. Et donc voilà, ce qu'on voit, c'est que 68% des acteurs se sont engagés à sortir des énergies fossiles, 63% à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais par contre, sur les nouvelles thématiques liées à l'article 29, et notamment celles liées à la biodiversité ou à l'engagement actionnarial, eh bien, on a moins d'engagements qui sont pris par les acteurs. Etifinance, vous le savez peut-être, est spécialiste de l'accompagnement de petits acteurs institutionnels, d'investisseurs institutionnels de taille moyenne et intermédiaire. Et donc, les constats que nous pouvons dresser de cet accompagnement que nous avons fait sur l'exercice 2029, eh bien, ce sont des constats qui sont plutôt positifs. C'est que les thématiques ESG, elles font souvent partie prenante de l'ADN de ces acteurs que nous avons accompagnés. Vous êtes des assureurs, vous êtes des mutuelles, et les thématiques sociales, sociétales font souvent partie de votre ADN. On voit aussi que les équipes, elles démontrent un intérêt accru pour ces enjeux. Elles sont très intéressées. Mais par contre, ce que l'on constate, c'est que même si elles ont un intérêt pour les thématiques de durabilité, pour les thématiques ESG, eh bien, la compréhension des indicateurs et la compréhension au global de ces réglementations, elle demeure encore un petit peu absconse. Elle n'est pas tout à fait claire et pas tout à fait intégrée par les équipes, ce qui nécessite un besoin accru en formation. Ce que l'on constate aussi, c'est que les ressources financières qui sont allouées à ces thématiques et à l'intégration des risques de durabilité par les acteurs, elles sont en progression, mais elles ne sont pas encore tout à fait dimensionnées à l'enjeu réglementaire. Et enfin, un point important, c'est que la gouvernance de ces acteurs, elle reste encore axée risque, et c'est bien normal au regard de l'ensemble des réglementations qui vous imposent de prendre en compte les risques dans vos stratégies d'investissement, mais elles ne sont pas encore tout à fait axées durabilité, et notamment les risques de durabilité ne sont pas encore tout à fait considérés. Donc voilà globalement les constats que nous, on peut dresser de ce premier exercice de publication de l'article 29, que les acteurs sont en progression, communiquent de plus en plus sur ces sujets, mais néanmoins, ce sont toujours les plus grands acteurs qui ont pris en compte ces thématiques depuis longtemps, qui se positionnent le mieux sur ces sujets, et les acteurs de taille intermédiaire ont encore des difficultés à l'appréhender. Et c'est bien pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui, pour vous dresser, pour vous expliquer un petit peu mieux ce que contient cet article 29. On constate effectivement une diversité dans les organisations, parce que quand on a vu la liste des inscrits, on s'aperçoit que selon les maisons, le sujet de l'article 29 est plutôt traité à la direction des investissements ou à la direction financière ou en direction RSE. J'ai effectivement aussi dans les inscrits des juristes. Donc on voit la diversité, la difficulté de se structurer, de voir où ça doit intervenir, parce que c'est quelque chose de transverse à l'entreprise et ça doit s'intégrer dans toute la gouvernance. En effet, l'idée maintenant, c'est d'essayer d'éclaircir un petit peu tout ça, parce qu'on l'a vu, souvent une réponse incomplète sera due au fait que les acteurs vont manquer de connaissances des exigences concrètes qui leur sont demandées. Donc on va essayer d'éclaircir tout ça. Si on revient juste brièvement pour commencer sur le calendrier réglementaire, que vous pourrez lire plus en détail, on se rend compte très vite que les échéances de l'article 29 auxquelles les acteurs financiers font face s'inscrivent dans celles du plan d'action pour la finance durable de la Commission européenne, et vont notamment s'articuler avec plusieurs publications comme celles qui vous seront demandées au titre du règlement disclosure des CFDR, donc, ou du règlement taxonomie, mais pas que. Ça reste un environnement réglementaire complexe, et l'article 29 va s'abriquer dans tout ça. Et effectivement, ce que l'on voit, c'est que l'article 29, il s'inscrit dans un contexte réglementaire qui est plus global, et en fait, en répondant aux exigences de l'article 29, vous cochez finalement un certain nombre de cases d'autres obligations réglementaires. Par exemple, la section 5 de l'article 29, sur laquelle on reviendra, fait référence au règlement taxonomie, qui est lui-même mentionné dans le règlement SFDR.
En répondant aux obligations de SFDR, vous vous conformez en partie aux obligations de prise en compte des risques de durabilité qui sont également requises dans la publication de vos rapports ORSA dans le cadre de Solvabilité 2. Si vous vous conformez à Solvabilité 2, on vous demande de former les acteurs clés de votre entreprise aux risques en matière de durabilité, ce qui vous est également demandé dans le rapport article 29 et dans la DDA. Et donc, ce que l'on voit, c'est finalement que l'ensemble de ces réglementations, elles ont des objectifs qui sont communs. D'une part, le financement de la transition énergétique et d'autre part, la protection face au risque de durabilité. Et elles fonctionnent en fait finalement un petit peu comme un mot fléché. En répondant à l'une, on pose les bases de sa conformité avec l'autre et on aboutit finalement à une grille complète petit à petit en se conformant à l'une et l'autre de ces obligations réglementaires et on arrive finalement à une conformité réglementaire globale et donc une protection face à ces risques de durabilité. Mais donc bon, vous êtes ici finalement pour qu'on vous parle de l'article 29 et donc on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, donc on l'a vu, le cadre réglementaire va devenir de plus en plus complexe et toutes les réglementations vont s'articuler. Il peut donc devenir assez difficile pour vous de faire le tri sur quelles informations vont être demandées, par qui et pour qui. Donc en ce qui concerne l'article 29, il faut souligner qu'on est ici sur une réglementation qui ne touche que les acteurs financiers français, bien qu'elle s'inscrive dans le cadre européen. Et ce qui est demandé à ces acteurs, et donc ce qui vous est demandé, c'est de publier un rapport qui va être composé de 9 sections au 30 juin de chaque année sur votre site internet et transmis à l'ADEME. L'objectif d'une telle réglementation va être double. D'abord, l'idée reste de préciser les dispositions déjà établies par l'article 173, qui a donc été remplacé par l'article 29, notamment au regard des politiques et des moyens qui vont être consacrés à la transition énergétique par les acteurs financiers. Ensuite, l'idée avec l'article 29, c'est d'aller encore plus loin que le cadre européen en ajoutant un focus supplémentaire sur les risques associés au changement climatique et à la biodiversité, ainsi que sur l'intégration des risques ESG dans votre politique de gestion des risques. Un des points qui peut paraître délicat avec l'article 29, c'est de comprendre vraiment qui est concerné. Et vous avez sûrement dû, pour la plupart, voir passer ce tableau, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Société de gestion, établissement de crédit, caisse et fonds de retraite, mutuelle, institut de prévoyance, assureur et réassureur vie. Si vous faites partie de ces catégories, vous êtes concerné par au moins une des exigences de l'article 29. Seuls les assureurs et les réassureurs non-vie ne sont pas encore concernés, mais pourraient le devenir dans un futur plus ou moins proche, à moins qu'ils possèdent d'ores et déjà une branche vie supérieure à 500 millions d'euros. Dans ces cas-là, ils sont également concernés. Si j'ai dit au moins une partie des exigences, c'est que 8 des 9 points de l'article 29 vont concerner, pour l'instant, bien évidemment, que les entités ayant plus de 500 millions d'euros de bilan. Et on a une spécificité sur les points 5, 6, 7 et 8 de l'article 29 qui devront également faire l'objet d'une publication spécifique pour chaque fonds de plus de 500 millions d'euros. Ce tableau, je pense que vous le connaissez aussi, vous avez sûrement déjà dû le voir. Donc l'idée va être ici de vous aider à y voir un petit peu plus clair et de vous présenter un peu plus en détail les informations concrètes que vous devrez publier dans votre rapport pour chacune des sections. La première section de l'article 29 va être relative à la démarche générale de l'entité et va concerner tous les acteurs mentionnés précédemment, hors assurance non-vie du coup. Et donc un certain nombre d'informations vous seront demandées dans cette section, comme vous pouvez le voir, mais concrètement, il s'agit dans un premier temps pour vous d'expliquer comment vous intégrez des critères, des objectifs ESG dans votre politique d'investissement, en décrivant par exemple votre processus d'exclusion sectorielle, exclusion normative, et en décrivant comment ces critères ESG sont effectivement pris en compte dans votre processus de gestion, que ce soit pour vos actifs gérés en direct ou dans le cadre de votre gestion sous mandat. Il va s'agir dans un second temps d'expliquer comment vous communiquez sur cette politique auprès de vos clients. Ça peut être dans votre DPEF ou par le biais d'une charte ESG, par exemple. C'est aussi dans cette section qu'on va vous demander de lister tous vos produits financiers classés article 8 ou article 9 au titre de SFDR et de mentionner vos potentielles adhésions à des initiatives de place. Et effectivement,
ce premier point de l'article 29, il y rentre déjà en lien avec d'autres obligations réglementaires. Donc, il est en lien évidemment avec SFDR, puisqu'il y a une demande explicite de lister les produits dans lesquels vous êtes investi et qui répondent aux articles 8 ou 9 de SFDR. Mais SFDR vous demande également de communiquer sur votre stratégie d'investissement et si cette stratégie d'investissement prend en compte des critères de durabilité. Si vous êtes également soumis à la DPEF, eh bien la DPEF vous demande d'inclure des informations sur la politique relative à la prise en compte des critères ESG dans votre stratégie d'investissement. La loi Pacte, quant à elle, a inséré donc un 9e alinéa à l'article L132-22 qui est relatif au renforcement de l'information des épargnants et notamment la mention est faite de la politique d'investissement et est-ce que cette politique d'investissement prend en considération des facteurs ESG. DDA pour les assureurs et MiFID pour les banques vous demande également de communiquer sur les critères ESG qui sont intégrés dans les produits d'assurance. Et enfin, Solvabilité 2 vous demande d'intégrer les enjeux de risque en matière de durabilité dans la stratégie de l'entreprise et au plus haut niveau. Donc, ce qu'on voit, c'est que déjà, ce premier point de l'article 29, auquel vous êtes ici toutes et tous soumis, vous permet de répondre à un certain nombre d'autres obligations réglementaires. Merci pour ces précisions, Diane. Dans la deuxième section du rapport, on va vous demander plutôt de communiquer sur les moyens internes qui sont effectivement déployés pour mettre en place cette fameuse démarche ESG. Donc, concrètement, ici, ça veut dire que vous devez décrire toutes les ressources humaines, financières ou techniques qui sont dédiées à l'ESG au sein de votre entité. Ça peut très bien passer, par exemple, par l'existence d'un comité de pilotage de la démarche ESG ou encore par le recours à un prestataire externe pour l'analyse extra-financière de vos actifs. Donc, si vous réalisez des rapports ESG ou climat de vos actifs, c'est dans cette section qu'il faut le mentionner, tout comme les formations qui ont pu être dispensées à vos équipes en matière d'investissement responsable, par exemple. Et là encore, ce point de l'article 29 vous permet de vous conformer à d'autres obligations réglementaires et que ce soit SFDR, DDA ou Solvabilité 2, tous vous demandent une obligation de moyens et notamment de communiquer dans le cadre de Solvabilité 2 et de DDA sur les moyens qui sont mis en œuvre pour récolter les préférences de vos clients en matière de durabilité et également les moyens qui sont mis en œuvre pour récolter ces préférences. On va ensuite vous demander de communiquer sur votre prise en compte des critères ESG au sein de votre gouvernance. Encore une fois, concrètement, il s'agit pour vous ici de décrire les potentielles compétences et expériences accumulées par les différents membres de vos instances de gouvernance en matière d'ESG, qui ont pu, par exemple, être développées par le biais de formation des administrateurs sur les différents enjeux extra-financiers ou dans le cadre de la création de comités de gouvernance dédiés à l'ESG dans votre entité. Il s'agit aussi dans cette section de communiquer sur l'existence ou non de critères ESG dans la politique de rémunération des dirigeants et des administrateurs. Les autres réglementations européennes en vigueur actuellement ne vous demandent pas spécifiquement de communiquer sur la politique de rémunération des dirigeants et si celle-ci intègre des critères ESG, mais par contre, elles vous demandent d'autres obligations en matière de gouvernance, et notamment SFDR qui vous demande des publications sur la manière dont les politiques de rémunération sont adaptées à l'intégration de critères de durabilité. Dans DDA et MiFID, on a un sujet de gouvernance en matière d'instruments distribués, mais également en matière de compétences des organes de direction. Et enfin, les piliers 2 et 3 de Solvabilité 2 insistent sur l'intégration des risques en matière de durabilité dans toutes les fonctions et dans tous les processus, et donc notamment dans les fonctions de gouvernance. La section 4 de l'article 29 va globalement être la dernière section qui va être relative au déploiement de votre démarche ESG dans le sens général du terme et va porter sur votre stratégie d'engagement, que ce soit auprès des émetteurs en portefeuille ou de vos sociétés de gestion mandataires. Ici, on va vous demander notamment de communiquer sur votre démarche de dialogue actionnarial ainsi que sur les actions de dialogue qui sont effectivement mises en œuvre. Donc, si vous avez engagé des entreprises et
être rentré en dialogue avec elles, combien ont été effectivement engagés, sur quelle thématique, et si vous pratiquez la gestion sous mandat, comment est-ce que vous engagez vos sociétés de gestion monétaire? Ça peut très bien être par la mise en place d'un questionnaire d'évaluation extra-financière, par exemple, que vous leur envoyez. Et enfin, est-ce que ces dialogues vous ont amené à prendre des décisions en matière d'investissement, par exemple en termes de désengagement sectoriel? Donc, de même que pour le dialogue, on vous demande dans cette section de communiquer sur une potentielle politique de vote, ainsi que sur son application et sur le bilan associé aux actions menées dans le cadre de cette politique. Ce point, il est très spécifique à l'article 29 et la mention des politiques d'engagement et de dialogue actionnarial, elles sont finalement peu représentées dans les autres réglementations, mais on les voit apparaître également dans SFDR, qui vous demande de communiquer sur votre politique d'engagement actionnarial et sur votre politique de vote. Les sections 5, 6 et 7 de l'article 29 vont plutôt porter sur des éléments de reporting ainsi que sur la stratégie d'alignement de votre entité avec les différents objectifs internationaux en matière de climat et de biodiversité. Dans la section 5, on vous demande notamment de communiquer sur la part de vos actifs liés aux activités fossiles et la part de ces mêmes actifs qui sont éligibles ou alignés à la taxonomie. Pour rappel, parce que c'est pas toujours très simple, la taxonomie européenne, c'est une classification des activités considérées comme durables au titre de 6 objectifs que vous avez sous les yeux, dont les 2 premiers sont d'ores et déjà entrés en vigueur. Donc, ce sont les objectifs d'atténuation du changement climatique et d'adaptation au changement climatique. Pour faire le plus simple possible, pour qu'une activité puisse être considérée comme durable ou dite alignée à la taxonomie, elle doit valider plusieurs critères, on va dire. Déjà, cette activité, elle doit être éligible à la taxonomie, c'est-à-dire qu'elle doit figurer parmi les activités listées dans cette classification. Ensuite, si l'activité est éligible, elle doit contribuer substantiellement à au moins un des 6 objectifs, c'est-à-dire qu'elle doit respecter des critères techniques, qualitatifs ou quantitatifs associés à cet objectif. Si l'activité contribue substantiellement à l'objectif, il faut ensuite vérifier, toujours par le biais de critères techniques, qu'elle cause aucun préjudice important aux 5 autres objectifs. Si c'est le cas, il convient juste de vérifier que cette même activité va respecter les garanties sociales minimales qui sont liées aux droits de l'homme et aux droits fondamentaux du travail. Donc, si et seulement si toutes les étapes sont franchies, une activité est considérée comme alignée à la taxonomie. Il convient ensuite de connaître la part de chiffre d'affaires ou des dépenses d'investissement d'une entreprise dans une ou plusieurs des activités alignées pour pouvoir connaître sa part d'alignement taxonomique. Et donc, si on revient concrètement à ce que ça implique pour vous, dans le cadre de l'article 29, vous devez publier 3 indicateurs. Le premier, c'est la part de vos encours éligibles, qui va correspondre en gros à la part d'éligibilité de chacun de vos actifs, rapportée à leur poids dans les encours totaux, si on fait simple. Le deuxième indicateur, ça va être la part de vos encours alignés sur le même principe. Et ensuite, on vous demande de communiquer sur la part de vos encours qui sont exposés aux activités fossiles, donc qui correspond à la part de chiffre d'affaires de vos actifs qui va être réalisée dans les activités fossiles, rapportée à leur poids dans les encours, encore une fois. Et là encore, évidemment, ce point de l'article 29 est en lien avec de nombreuses autres réglementations, évidemment en lien avec le règlement taxonomie, mais si vous calculez ces indicateurs d'éligibilité et d'alignement, cela vous permet également de répondre à SFDR dans la mesure où on vous demande de communiquer sur les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales dans vos documents précontractuels et dans vos rapports périodiques. Cela vous permettra également de répondre, si vous y êtes soumis, à la DPEF ou à CSRD, et notamment sur le deuxième volet de CSRD sur le caractère durable de vos activités. Et enfin, de répondre à DDA ou à MIFID en fonction, en communiquant sur le pourcentage minimum d'activités alignées. Pour répondre à la section 6 de l'article 29, on vous demande de communiquer sur votre stratégie d'alignement avec les objectifs prévus par l'accord de Paris. Donc concrètement, vous devez donc communiquer sur la définition et la mise en place d'un objectif quantitatif à horizon 2030
de réduction de l'empreinte carbone de vos investissements qui soit aligné avec l'accord de Paris. Cet objectif, il peut être défini en termes de température, de température de réchauffement de vos portefeuilles ou d'émissions de gaz à effet de serre. Ça nécessite bien évidemment de mesurer et de communiquer sur l'empreinte carbone de vos actifs ou sur la trajectoire de réchauffement qui suivent, en décrivant la méthodologie qui est utilisée pour calculer cette empreinte carbone ou cette trajectoire, ainsi que la fréquence à laquelle ces calculs sont effectués. Et là encore, ce point vous permet de répondre à d'autres réglementations, et notamment à SFDR, puisque l'on vous demande de communiquer sur la part de vos investissements dans des entreprises qui n'ont mis en place aucune initiative de réduction de leurs émissions visant à s'aligner sur l'accord de Paris. Donc, l'article 29 vous permet de communiquer sur la trajectoire qui est suivie par vos actifs. SFDR vous demande finalement l'inverse, de communiquer sur les entreprises qui suivent pas une trajectoire alignée avec l'accord de Paris. Et Solvability 2, dans les piliers 2 et 3 qui ont été actualisés l'année dernière, vous demande de communiquer sur votre évaluation du risque climatique à court, moyen et long terme. Et cette évaluation, eh bien, elle doit se baser à minima sur 2 scénarios. Un scénario inférieur à des degrés, voire à 1,5 degré, et un scénario dépassant les 2 degrés. Donc, en communiquant sur cette partie pour l'article 29, sur ce point pour l'article 29, eh bien, vous couvrez au moins la partie active de votre communication réglementaire Solva 2 sur les piliers 2 et 3. Au même titre que la section précédente, on va vous demander ici, dans cette section, de communiquer sur votre stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme liés à la biodiversité, cette fois-ci, tels que définis par la Convention pour la diversité biologique de 1992 notamment. Donc, l'idée dans cette section, c'est de mesurer l'empreinte biodiversité de vos investissements sur la base des travaux menés par l'IPBES, donc la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité. Ça peut par exemple passer par la mesure du niveau d'impact et de dépendance de vos actifs à la biodiversité. Par les impacts, on entend les pressions d'une activité et d'un processus de production exercé sur la biodiversité, qui correspondent en gros aux variations de quantité ou de qualité du capital naturel. Parmi ces impacts, on peut par exemple retrouver les émissions de gaz à effet de serre. En ce qui concerne les dépendances, l'idée c'est de mesurer le niveau de dépendance d'une activité à chaque service écosystémique, donc qui peut être considéré comme des stocks, renouvelables ou non, de biens naturels. Par exemple, la pollinisation ou encore les eaux superficielles sont considérées comme des services écosystémiques. Donc, l'idée, après avoir mesuré votre empreinte biodiversité, c'est de communiquer sur les résultats, sur la méthodologie utilisée pour la calculer et sur votre stratégie de réduction de cette empreinte à horizon 2030. Et cette question de la biodiversité, elle est donc nouvelle dans le rapport article 29 et n'était donc pas présente dans la réglementation de l'article 173. Et c'est finalement un prisme français, puisqu'aucune autre réglementation ne mentionne finalement ces pressions sur la biodiversité. Par contre, on peut utiliser des indicateurs de mesure de la biodiversité dans les principales incidences négatives qui sont demandées par SFDR. Donc, en communiquant sur ce point, vous pouvez répondre à l'un des points de SFDR sans pour autant que celui-ci ne soit obligatoire. Donc, la section 8, avec la section 9 de l'article 29, fait son entrée en application cette année et il vous est notamment demandé ici de communiquer sur les démarches de prise en compte des critères de durabilité dans votre processus global de gestion des risques. Donc, concrètement, on vous demande dans cette section de communiquer sur vos processus généraux d'identification des risques dans la gestion de vos investissements, ce qui peut passer, par exemple, par une cartographie annuelle des risques ou par la mise en place d'un dispositif de gestion des risques au niveau de votre gouvernance. Il s'agit aussi et surtout d'indiquer comment vous intégrez les risques de durabilité à ce processus de gestion générale et comment est-ce que ces risques de durabilité sont rapportés au cadre conventionnel de gestion des risques. Donc, tout ce qui va être risque de marché, de crédit, de liquidité, etc. C'est aussi dans cette section qu'on va vous demander de décrire les principaux risques ESG que vous avez identifiés et que vous analysez dans le cadre de la gestion de vos investissements,
ainsi que les méthodologies d'analyse que vous utilisez pour analyser ces risques. Et il faut aussi que vous décriviez quelles mesures vous prenez concrètement pour réduire votre exposition à ces risques de durabilité. À savoir qu'un focus explicite est demandé ici en ce qui concerne l'analyse des risques climatiques, donc risques de transition ou risques physiques, et des risques liés à la biodiversité. Vous devez aussi ici communiquer sur une estimation quantitative de l'impact financier que représentent ces risques de durabilité sur vos portefeuilles. Et cette mention du concept de risque de durabilité, elle était aussi présente dans l'article 3 de SFDR, mais elle n'était pas vraiment spécifiée. L'article 29, lui, cadre vraiment le concept de gestion du risque de durabilité et son intégration au processus de gestion. Donc, en répondant à ce point, vous répondez aussi à l'article 3 de SFDR et vous clarifiez un petit peu les demandes qui étaient faites au niveau européen. La DPEF mentionne également cette question du risque et notamment les processus d'identification des enjeux et risques extra-financiers au regard d'un horizon de temps et l'analyse de la matérialité de ces risques. Les réglementations DDA et MIFID mentionnent elles aussi la gestion du risque de durabilité. Mais là où on a vraiment une nouvelle intégration de ce concept, c'est dans la mise à jour des directives de Solva 2. Donc, sur le pilier 1 qui concerne ici plutôt les assureurs vie et donc qui sont moins concernés finalement par l'article 29, eh bien, l'EIOPA étudie à l'heure actuelle la nécessité d'intégrer des éléments de durabilité dans le module CatNat de la formule standard. Et donc, en considérant les risques de durabilité dans le cadre de l'article 29 ou de SFDR, eh bien, vous répondez déjà en partie à ces futures réglementations qui pourront arriver sur la formule standard. Et si on s'intéresse plutôt aux piliers 2 et 3 de Solvabilité 2 qui vous concernent plus, eh bien, on a une mention de l'intégration des risques en matière de durabilité dans toutes les fonctions et dans tous les processus, et notamment dans la gouvernance, dans la gestion des risques et donc dans l'ORSA. Et ça, c'est très important puisqu'il va être demandé de former tous les acteurs clés de l'entreprise au sujet des risques en matière de durabilité, d'intégrer les enjeux de risque en matière de durabilité dans la stratégie de l'entreprise et ce, au plus haut niveau, d'évaluer les risques en matière de durabilité dans toute la chaîne de gouvernance et dans l'organisation, et de réaliser, et ça c'est très important, une analyse de la matérialité du risque à court, moyen et long terme, en identifiant les risques significatifs qui doivent être étudiés à l'aide de scénarios précis. Et ça, c'est bien ce qui est demandé dans ce point 8 de l'article 29. Et enfin, le risque climatique, donc spécifiquement le risque physique et les risques de transition, doivent être évalués à court et à long terme. Et donc ça, ce sera fait au moins au niveau de l'actif en répondant à l'article 29. Dans la dernière section de l'article 29 qui rentre en vigueur cette année et qui correspond au plan d'amélioration continue, l'idée c'est que si jamais vous ne publiez pas certaines des informations qui sont demandées dans les points 1 à 8, vous devez alors publier un plan d'amélioration continue dans lequel vous détaillez les actions concrètes que vous prévoyez de mettre en place pour améliorer votre situation au regard des attendus en matière d'investissement responsable. Vous devez détailler les changements stratégiques et opérationnels que vous prévoyez d'implémenter suite à la mise en place de ces actions correctives. Et ensuite, vous devez détailler les objectifs que vous vous fixez sur ces deux plans, ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre de toutes ces actions. Et ce point, il est vraiment très spécifique à l'article 29, et notamment cette mention du Compare Explain qui vous permet, si vous n'êtes donc pas en mesure de répondre à certains points, de vous justifier. Il n'est pas vraiment présent dans d'autres réglementations, si ce n'est dans SFDR et CSRD, qui mentionnent tout de même les améliorations correctives que vous envisagez de mettre en œuvre en matière de gestion des risques de durabilité. Merci Tessa, merci Diane pour ces explications. J'espère que nous avons réussi à vous dresser une image claire de l'attendu sur les 9 points de ce rapport. La présentation était assez dense et complexe car la réglementation est plutôt l'enchevêtrement de réglementation est assez complexe.
Alors, hasard du calendrier, j'étais ce matin à la CPR et quand nous avons abordé le sujet de l'article 29, on nous a bien dit que ce qui était attendu, c'est la transparence. C'est vraiment la transparence. Dites ce que vous faites et surtout dites-le bien. Soyez précis sur les données utilisées, les KPI, sur les méthodes utilisées, sur vos explications. Ce n'est pas seulement j'ai pris tel ou tel engagement sur tel ou tel point, mais aussi comment je fais pour tenir cet engagement, quelle est ma trajectoire, quels sont mes points d'étape. Il faut rentrer dans le détail et dans vraiment l'explication précise. Voilà. Donc nous sommes là effectivement pour vous aider. Nous sommes à votre disposition et vous aurez nos contacts. Et Tessa va vous exposer brièvement notre offre. Et puis après, nous prendrons les questions parce qu'il y en a quelques-unes qui défilent dans le chat. En effet, l'idée, c'est quand même de voir dans quelle mesure Etifinance peut vous accompagner dans votre réponse réglementaire. Et afin de pouvoir répondre aux points 1 à 9 mentionnés précédemment, les équipes d'Etifinance ont développé, grâce à leur expertise en conseil, en reporting, mais aussi en recherche, une solution d'accompagnement complète. L'idée ici, c'est surtout de vous proposer un accompagnement sur mesure en fonction de vos besoins et surtout en fonction de votre niveau de maturité. Donc, pour être sûr de vous fournir un accompagnement sur mesure, nos équipes conseil s'attachent à bien comprendre votre besoin pour pouvoir vous épauler au mieux dans la structuration de votre démarche et dans le pilotage de vos risques. On a donc mis en place un processus d'accompagnement en quatre étapes, durant lesquelles on engage constamment vos équipes et on échange avec elles. Lors de la première phase d'état des lieux, on va dire, on va évaluer notamment le niveau de maturité de votre entité, mais aussi celui de vos sociétés de gestion mandataire à travers d'un questionnaire. Il n'y a plus de son, on ne vous entend plus. Est-ce que vous nous entendez bien? On voit dans le chat là qu'il y a peut-être des problèmes de son. Oui, très bien. Donc, ça doit dépendre. Bon, en tout cas, on est désolé. Et évidemment, le replay sera disponible et nous vous communiquerons la présentation. Voilà, du coup, si je reprends, je disais qu'on évalue votre maturité et celle de vos sociétés de gestion, notamment au travers d'un questionnaire. Et les réponses qui seront fournies à ce questionnaire, ainsi que nos échanges avec vos équipes, vont permettre de cerner au mieux votre besoin pour pouvoir ensuite réaliser, toujours avec vos équipes, des ateliers de travail afin de discuter ensemble des aspects de votre démarche qui nécessitent d'être développés ou d'être structurés. En général, on va organiser 2 ateliers. Un premier atelier sur la mise en place de votre démarche ESG et climat et un second atelier sur la formalisation et l'intégration de vos risques de durabilité. À la suite de ces ateliers, on va rédiger tous les éléments concrets qui vont être nécessaires à la production de votre rapport. Ça peut par exemple être la rédaction de votre charte ESG ou de votre politique de gestion des risques de durabilité ou encore de votre plan d'amélioration continue. Toujours pareil, en fonction de vos besoins. Et une fois que tous les éléments vont être rédigés, on va organiser une réunion de restitution au cours de laquelle on présente le rapport consolidé, afin de vérifier ensemble qu'il correspond à toutes vos attentes. Donc, toutes ces étapes vont vous permettre de répondre aux points 1, 2, 3, 4, 8 et 9 de l'article 29. Mais reste à répondre aux points 5, 6 et 7. Et sur ces points, Etifinance est également en mesure de produire, grâce à des méthodologies internes, tous les indicateurs nécessaires à votre réponse réglementaire. Parmi ces indicateurs, on va retrouver les indicateurs de performance ESG, tels que l'exposition de vos portefeuilles aux controverses et aux activités controversées. On aura aussi les indicateurs d'empreinte carbone, tels que les émissions de gaz à effet de serre et l'intensité carbone moyenne de vos portefeuilles sur les scopes 1, 2 et 3. On a également des indicateurs température avec notamment la trajectoire de réchauffement suivie par vos portefeuilles à horizon 2030, avec ou sans prise en compte des objectifs SBTi fixés par les émetteurs dans lesquels vous êtes investis. On a aussi des indicateurs de part brune et de part verte qui vont correspondre à la part d'éligibilité et d'alignement taxonomie de vos portefeuilles pour la part verte et à l'exposition de vos portefeuilles aux énergies fossiles pour la part brune. Et enfin, on a développé des indicateurs biodiversité tels que l'identification des impacts et des dépendances de vos portefeuilles, développés notamment grâce aux données de la base Encore.
Donc voilà globalement ce qu'Etiffinance est en mesure de vous proposer sur l'article 29. J'espère que c'était assez clair. Je vais redonner la parole à Diane et à Isabelle pour répondre aux questions qui ont pu être posées pendant la présentation, auxquelles je n'ai pas encore eu accès. Donc voilà. Alors oui, effectivement, il y avait pas mal de questions. Alors je suis vraiment désolée pour ceux qui n'ont pas de son, parce que c'est assez aléatoire a priori cette problématique. Donc si je reprends les premières questions. Alors la première question concernait, dans le cas d'un groupe, un rapport article 29 par entité est-il exigé, ou un seul pour l'entité ou pour le groupe? Alors là, ça va dépendre. A priori, c'est un seul par entité, sauf si vous détenez au sein de votre groupe une société de gestion de portefeuille. Et donc, dans ce cas-là, il faudra publier 2 rapports. Un rapport au titre d'investisseur institutionnel et un rapport au titre de société de gestion. Mais a priori, un seul rapport par entité doit suffire. Alors après, ça concerne effectivement le point sur les produits article 8 et article 9. Faut-il les mettre dans la section ou en annexe? Alors, sur ce point, l'article 29 est assez flexible. En fait, l'article 29, il vous propose un plan qui est défini. Et donc, dans ce cadre-là, vous pourriez intégrer la liste de vos produits dans la section. Mais en fait, ce qui est important, c'est systématiquement d'avoir une table de correspondance. Et donc, vous êtes assez libre sur le format que vous souhaitez utiliser, si tant est que vous fassiez systématiquement référence aux sections listées dans l'article 29. Donc, si vous listez la liste de ces produits en annexe, il suffit d'en faire mention dans une section dédiée. Et effectivement, l'explication des préférences pour les clients en matière de durabilité doit être expliquée dans l'article 29. Ça fait partie des obligations. Alors, là, si je descends sur les autres questions. Alors oui, pour préciser sur ce point, les préférences en matière de durabilité des clients, ça, ce sont des obligations qui sont notamment présentes dans DDA. Et donc là, ce qui vous est demandé, c'est vraiment d'aller récolter les préférences de vos clients en cette matière. Et donc là, on est plutôt finalement sur le passif. L'article 29, il se concentre vraiment sur l'actif. Et donc, dans ce cadre-là, vous n'avez pas nécessairement besoin de communiquer sur les préférences de vos clients ou sur la façon dont vous allez récolter ces informations, puisque ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment la façon dont vous gérez vos actifs. Et donc, les clients, à ce moment-là, ne sont pas directement concernés. Alors, concernant la section 5, par Brune, est-il demandé la part des encours dans les entreprises actives dans le secteur des combustibles fossiles au sens de l'acte délégué en vertu de l'article 4 de ce règlement? Cela semble du on-off. Pour vous, y a-t-il un minimum de CA pour définir le fait d'être actif dans le secteur des combustibles fossiles? En fait, ce qui se passe pour les combustibles fossiles, c'est finalement exactement la même chose que pour la taxonomie verte. Ce qui compte, c'est de mesurer la part de chiffre d'affaires réalisée par les entreprises investies dans les combustibles fossiles et de la pondérer cette part par le poids de l'acteur dans vos encours. Donc, on ne va pas dire un acteur réalise 1% de son chiffre d'affaires dans les énergies fossiles et donc il est considéré comme étant fossile. Ce qui compte, c'est quelle est la part de son chiffre d'affaires réalisé dans ce type d'énergie, au même titre que pour l'éligibilité à la taxonomie. Alors, pouvez-vous repréciser ce que vous avez mentionné sur la vie et la non-vie? Alors, ce qu'il faut comprendre dans l'article 29, c'est que, a priori, seuls les assureurs vie sont soumis. Donc, les sociétés de prévoyance, caisses de retraite, mutuelles, etc., sont évidemment soumises, mais par contre, les assureurs uniquement non-vie ne sont pas soumises. Aujourd'hui, les réglementations et les tractations qui sont en cours nous laissent penser que les acteurs non-vie devraient être soumis prochainement, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Par contre, si vous êtes une société d'assureurs qui est active sur les 2 branches et que votre branche vie représente plus de 500 millions d'euros de bilan, eh bien, dans ce cas, vous êtes soumis à l'article 29 uniquement au titre de cette branche.
Alors, qu'en est-il de la prise en compte des UC dans le rapport? L'article 29 intègre les fonds euros et UC. Ça, c'est pour de l'assurance vie. Eh bien, si c'est pour de l'assurance vie, Je pense que c'est pour l'assurance vie. si c'est pour de l'assurance vie, donc a priori, je ne sais pas. Non, j'ai pas la réponse à cette question. Ça fait... Alors, pour les énergies brunes, pourriez-vous préciser vos sources? Eh bien, nos sources, elles sont aussi claires que les entreprises que nous évaluons. Etifinance est également une agence de notation extra-financière et donc nous allons récolter ces informations directement à la source, en l'occurrence, c'est-à-dire chez les entreprises. Et donc, on est en mesure d'avoir la ventilation de leur chiffre d'affaires par type d'activité. Nous sommes encore désolés. Et oui, donc on est vraiment navrés parce qu'il y a une grande partie des participants qui n'ont pas eu accès au son. Je n'arrive pas bien à comprendre pourquoi, mais en tout cas, la vidéo a été enregistrée et donc vous y aurez accès, bien évidemment. Voilà, j'ai l'impression qu'on n'a plus d'autres questions. Si vous en avez encore, c'est le moment. Et sinon, on vous invite à nous contacter par mail pour nous poser toutes les questions que vous pourrez avoir. Et on sera ravis de rentrer plus dans les détails de cette réglementation qui est dense et surtout en lien avec d'autres réglementations qui sont elles-mêmes encore plus denses. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Effectivement, oui, la remarque sur le Complier Explain est importante. Alors, je ne dirais pas vous inciter à utiliser le Complier Explain, mais effectivement, c'est un outil qui permet de se conformer à la réglementation de manière graduelle. Et c'est pour ça que le point 9 sur la mise en place d'un plan d'amélioration continue est importante. On comprend bien que tous les acteurs n'ont pas la même maturité et ne sont pas tous en mesure de communiquer sur l'ensemble de ces obligations. Et donc, d'avoir recours au Complier Explain pour se former petit à petit et pour se conformer à la réglementation, c'est effectivement une solution. Et concernant les UC, la question sur les UC, on y reviendra, on pourra en revenir plus en détail. N'hésitez pas à nous contacter sur ce sujet, et nous y reviendrons. Et donc non, sur la question sur faut-il impérativement suivre le plan préconisé par l'instruction ACPR, c'était un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que non, il ne faut pas nécessairement suivre le plan. Ce qui est important, c'est d'avoir une table de concordance. Et donc, vous pouvez rédiger votre rapport article 29 selon une trame complètement différente. Mais par contre, il faut que l'ensemble des 9 sections soient mentionnées et donc d'avoir une table de concordance en fin de rapport qui rappelle chacune des sections selon le plan de la CPR et qui mentionne à quelle page est-ce que l'information peut être trouvée. Et cette dernière question sur peut-on faire une communication unique article 29 SFDR et acteurs de marché et conseillers financiers, c'est une très bonne question. Et non, le rapport article 29 doit faire l'objet d'une publication en tant que telle et donc ne peut pas être combiné avec d'autres communications. Et donc, vous allez devoir communiquer au titre de l'article 29, mais également au titre du SFDR de manière séparée. Merci beaucoup à tous. Et puis, n'hésitez pas à nous recontacter pour plus ou d'autres questions ou plus de questions. Bonne soirée. Au revoir.